Imaginez un couloir de pierre si étroit qu'un chat y passerait à peine, montant en diagonale à l'intérieur de l'une des plus grandes constructions jamais érigées par l'humanité. Au bout de ce couloir, après des décennies de silence absolu, un petit robot équipé d'une caméra trouve quelque chose que personne n'attendait, une porte. Non pas une simple pierre jetée là pour boucher un passage inutile, mais une dalle de calcaire blanc, polie avec un soin qui contraste avec tout ce qui l'entoure, retenue par deux petites poignées de cuivre déjà rongées par le temps. Cette porte est là depuis plus de 4500 ans, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à l'ouvrir vraiment. Ce n'est ni une légende, ni une théorie d'Internet. C'est un fait documenté, filmé, enregistré par des ingénieurs, des archéologues et par une expédition retransmise en direct par la Société nationale géographique. Et le détail le plus intrigant n'est pas seulement que cette porte existe, c'est que, lorsqu'ils ont finalement réussi à regarder ce qu'il y avait derrière elle, ils ont trouvé une autre porte. Et derrière cette deuxième porte, personne, en 4500 ans, n'a posé les yeux. Ce mystère se trouve à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, en Égypte, érigée pour le pharaon Khéops il y a plus de 4500 ans. Pour comprendre pourquoi cette porte est si difficile à expliquer, nous devons revenir à un moment bien plus récent, l'année 1872. C'est cette année-là qu'un ingénieur britannique nommé Wayneman Dixon, alors qu'il explorait la chambre de la reine, remarqua une fine fissure dans la paroi. Curieux, il y introduisit une tige métallique, et la tige continua simplement à s'enfoncer sans rencontrer de résistance. Là se trouvait l'ouverture de deux conduits étroits, l'un orienté vers le nord, l'autre vers le sud, cachés depuis des millénaires derrière une fine couche de pierre. Dixon parvint à en extraire quelques objets curieux, une tige de fer, un crochet de bronze, un morceau de bois sculpté, des pièces qui intriguent les chercheurs jusqu'à aujourd'hui, car on ne sait pas avec certitude qui les avait laissés là, ni quand. Seulement, ces conduits de la chambre de la reine avaient un problème. La chambre du roi, un étage plus haut, possède également deux conduits semblables, mais les siens traversent toute la pyramide et débouchent à la surface extérieure, s'ouvrant vers le ciel. Les conduits de la chambre de la reine, eux, non. Ils se terminent simplement quelque part à l'intérieur de la masse de pierre, sans jamais déboucher à l'extérieur. Pendant plus de 100 ans, personne ne savait exactement où ni pourquoi. Cette différence peut sembler un détail technique sans importance, mais c'est précisément ce type d'asymétrie qui, en archéologie, cache habituellement la question la plus intéressante. Pourquoi les bâtisseurs auraient-ils créé deux paires de conduits presque identiques, en ne laissant qu'une seule paire réellement fonctionnelle? La réponse ne viendrait que plus d'un siècle plus tard, et non des mains d'un archéologue, mais d'un ingénieur allemand, engagé pour résoudre un problème bien plus pratique, améliorer la ventilation à l'intérieur de la pyramide pour les touristes. Rudolf Gantenbrink fut appelé par l'Institut archéologique allemand du Caire en 1992 pour installer des ventilateurs dans ces mêmes conduits. Seulement, pour y installer quoi que ce soit, il devait d'abord savoir ce qu'ils contenaient, et les conduits étaient bien trop étroits pour qu'une personne y entre. La solution fut de construire un robot. Gantenbrink baptisa sa création Upuaut, mot de l'égyptien ancien signifiant « celui qui ouvre les chemins », le nom d'une divinité représentée sous la forme d'un chacal. En mars 1993, le petit robot, équipé d'une caméra, de lumière et d'un pointeur laser, commença à monter lentement dans le conduit sud de la chambre de la reine. 20 cm de largeur, des parois de calcaire, une ascension de dizaines de mètres au cœur de la pyramide. À 59 mètres de distance, le robot s'arrêta. Devant lui, une dalle bloquait complètement le passage, mais ce n'était pas une pierre quelconque. Tout le trajet jusque-là avait été constitué de blocs de calcaire local, plus rustiques. Cette dalle finale, en revanche, était d'un calcaire plus clair et plus fin, probablement extrait des carrières de Mokattam, de l'autre côté du Nil, le même type de pierre utilisé pour le revêtement extérieur le plus noble de la pyramide. Et à sa surface, deux petites traces sombres
attirèrent l'attention. 2 poignées de cuivre déjà corrodées, l'une d'elles presque entièrement aplatie par le temps. C'était une véritable porte au finissage soigné, délibérément placée là à l'intérieur, à seulement quelques mètres de la surface extérieure de la pyramide, si près que, techniquement, les bâtisseurs auraient pu simplement laisser le conduit ouvert vers l'extérieur, comme ils l'avaient à Énime fait dans la chambre du roi. Ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont choisi de fermer avec une porte de pierre fine, polie, avec des poignées. Et voici le premier problème que l'explication simple ne résout pas. Si l'intention était seulement de boucher un conduit abandonné, pourquoi dépenser tant de soins pour une pièce que personne ne reverrait jamais? Des poignées de cuivre supposent que quelqu'un, à un moment donné, avait l'intention de tirer cette porte. Un blocage permanent n'a pas besoin de poignées. Quelques jours plus tard, Gantenbrink tenta de répéter l'exploration dans le conduit nord de la chambre de la reine, mais le robot se bloqua dans un virage serré et la tentative fut interrompue par mesure de sécurité. Des années plus tard, un robot différent, le Pyramid Rover, construit par la société américaine iRobot en partenariat avec la Société nationale géographique, parvint à négocier ce virage. Et ce qu'il trouva était presque identique. Une autre porte de pierre fine avec 2 poignées de cuivre à la même distance de la chambre que la porte du conduit sud. 2 portes jumelles, équidistantes, sur les côtés opposés de la pyramide. Aucune coïncidence de construction ne se répète ainsi par hasard. À partir de là, la communauté scientifique se divisa, et il est important de le dire avec honnêteté, car aucune des explications qui suivent ne fait consensus. Une possibilité, défendue par une partie des égyptologues, est la théorie dite de l'abandon. La chambre de la reine aurait été planifiée à l'origine comme le lieu de sépulture du pharaon Khéops, mais les bâtisseurs auraient changé d'avis en cours de travaux et transféré le projet final à la chambre du roi, un étage plus haut. Dans cette lecture, les conduits de la chambre de la reine n'ont jamais été achevés, et les portes ne seraient qu'une fermeture structurelle destinée à empêcher les gravats de tomber dans la chambre pendant le reste de la construction. Une autre hypothèse, défendue par le chercheur Robert Bauval, propose quelque chose de plus symbolique. Selon lui, les conduits n'étaient ni des systèmes de ventilation, ni de simples couloirs oubliés, mais auraient une fonction religieuse. Des canaux alignés avec des étoiles spécifiques, conçus pour guider l'âme du pharaon vers le ciel après la mort. Les conduits de la chambre du roi, souligne Bauval, semblent alignés avec l'étoile centrale de la ceinture d'Orion et avec l'étoile Alpha Draconis. Ceux de la chambre de la reine, quant à eux, pointeraient un peu vers Sirius et vers le centre de la constellation du dragon. Si cette lecture est correcte, les portes ne seraient pas des ne seraient pas des blocages accidentels, mais des seuils symboliques, des portes vers l'au-delà, au sens le plus littéral du terme égyptien. Aucune des 2 hypothèses, à elle seule, n'explique tout. Et c'est là que le mystère devient plus troublant. En 2002, une nouvelle expédition décida non seulement d'observer la porte de l'extérieur, mais de percer en elle un petit trou, moins de 2 cm de diamètre, pour y insérer une microcaméra à fibre optique et voir enfin ce qu'il y avait de l'autre côté. Ce que la caméra révéla surprit même les chercheurs les plus expérimentés. Il n'y avait ni chambre vide, ni trésor, ni réponse simple. Il y avait un petit espace de quelques centimètres de profondeur seulement. Et, juste après, une autre dalle de pierre, plus rustique que la première, bloquant à nouveau le passage. Une 3e porte, à l'intérieur de la 2e, cachée derrière la première. Les chercheurs les plus expérimentés au monde en égyptologie, consultés à l'époque, se montrèrent remarquablement prudents. L'un d'eux décrivit la découverte comme quelque chose sans équivalent connu dans aucune autre pyramide égyptienne. Un autre suggéra qu'il pourrait y avoir quelque chose d'aussi simple qu'un fragment de papyrus gardé là, mais reconnut qu'il n'y avait pas d'espace pour grand-chose de plus. Une chercheuse de l'université de Cambridge soutint que la dalle n'était probablement qu'un blocage structurel, placé pour empêcher des gravillons de tomber dans le conduit.
Un conservateur du musée britannique suggéra que ce troisième bloc pouvait simplement être une impasse, renforçant la théorie de l'abandon. Autrement dit, les plus grands spécialistes mondiaux du sujet, regardant exactement les mêmes images, arrivaient à des conclusions différentes. Et c'est là, peut-être, la partie la plus honnête de cette histoire. Il n'existe, jusqu'à aujourd'hui, aucun consensus sur ce que ces portes signifient réellement. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange. En 2011, près d'une décennie plus tard, un nouveau projet international, baptisé Projet JEDI, apporta une technologie encore plus raffinée, une microcaméra de type serpent, à fibre optique flexible, capable de se plier et de voir au-delà des angles ce qu'aucun robot précédent ne pouvait faire. Pour la première fois, les chercheurs parvinrent à faire passer cette caméra par le petit trou percé en 2002 et à observer non seulement ce qu'il y avait derrière la première porte, mais aussi le revers de la porte de Gantenbrink elle-même, le côté intérieur qu'aucun œil humain ni robotique n'avait jamais vu auparavant. Et ce qu'ils trouvèrent changea la façon dont chacun comprenait ce blocage. Le dos de la porte était aussi bien poli que sa face. Pour comprendre pourquoi cela importe, il faut regarder un détail presque toujours oublié dans les reportages sur cette découverte. Si la porte n'était qu'un bouchon structurel, jetable, fait à la hâte pour empêcher la chute de gravats, il n'y aurait aucune raison de polir le côté que personne ne verrait jamais. Un blocage fonctionnel n'a pas besoin de finissage esthétique des deux côtés. Cela fait pencher la balance, sans rien prouver pour autant, dans la direction d'un objectif plus cérémoniel que simplement pratique. La caméra serpent révéla également autre chose. De petites marques en encre rouge sur les parois de la petite chambre entre la première et la deuxième porte. Ce n'étaient pas des hiéroglyphes formels du type que l'on trouve dans les temples, mais des marquages plus simples, du genre que les ouvriers eux-mêmes laissaient pendant la construction, une sorte d'annotation de chantier tracée il y a plus de 4000 ans. Un chercheur spécialisé en mathématiques égyptiennes anciennes suggéra que l'une de ces marques pourrait représenter le nombre 121, indiquant peut-être la longueur du conduit en coudée, l'unité de mesure utilisée par les Égyptiens de l'époque. C'est une interprétation possible, non une certitude, mais si elle est correcte, cela signifie que les bâtisseurs eux-mêmes mesuraient et documentaient ce passage avec précision, ce qui renforce l'idée qu'il avait une importance réelle et n'était pas simplement un espace abandonné. La caméra serpent trouva encore quelque chose de techniquement pertinent. De petites fissures dans le plafond du conduit qui passaient au-dessus de la première porte et se poursuivaient de l'autre côté, en direction de la deuxième porte. Ce détail suggère que la structure derrière la porte de Gantenbrink n'est pas un bloc massif et solide. Il pourrait s'y trouver, là, un type quelconque d'espace ou de chambre, même petite. Mais c'est là, à nouveau, une lecture fondée sur des fissures observées à distance, et non une confirmation directe. Ce même schéma de technologie révélant un peu plus à chaque décennie, sans jamais livrer la réponse complète, apparaît également dans un autre mystère que nous avons investigué sur cette chaîne, les chambres et vides intérieurs, découverts sous et dans la grande pyramide elle-même, grâce à la tomographie par Muns, des particules venues de l'espace, capables de traverser des tonnes de pierres et de révéler des espaces vides qu'aucun œil humain n'avait jamais vus. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, cela vaut la peine de comprendre comment cette technologie a trouvé, ces dernières années, des espaces entiers à l'intérieur de la pyramide dont personne ne soupçonnait l'existence. Et c'est exactement là que ce mystère spécifique demeure ouvert. Jusqu'au moment de la production de cette vidéo, personne n'a percé la deuxième porte trouvée en 2002. Personne ne sait avec certitude ce qui existe au-delà d'elle. Si ce n'est qu'une couche supplémentaire de pierre, si c'est une petite chambre vide, ou si c'est quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore de catégorie pour le nommer. Ce que l'on sait avec certitude, c'est ceci. Il existe, au minimum, 2 portes de pierre délibérément construites au finissage soigné à l'intérieur d'un conduit qui, techniquement, n'avait jamais eu besoin d'exister. Ce que l'on ne sait pas, c'est pourquoi.
Cette hypothèse ne prouve rien à elle seule, mais elle soulève une question qui est peut-être plus intéressante que n'importe quelle réponse définitive. 4500 ans après, avec toute la technologie disponible aujourd'hui, il existe encore une porte physique, tangible, documentée, à l'intérieur de l'un des monuments les plus étudiés de l'histoire humaine. Et nous ne savons toujours pas ce qu'elle garde. Non par manque de curiosité ou de technologie, mais parce qu'ouvrir définitivement ces portes signifierait intervenir physiquement dans un monument d'une valeur historique inestimable. Et les chercheurs qui en sont responsables continuent, à juste titre, d'être extrêmement prudents avant de franchir ce pas. La réponse arrivera peut-être dans quelques années. Peut-être faudra-t-il un siècle de plus. Mais, pour l'heure, la porte que Rudolf Gantenbrink a trouvée en 1993 est exactement là où elle se trouvait il y a 4500 ans, fermée, polie, avec ses deux poignées de cuivre tournées vers une obscurité que, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a traversée.